Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Le dernier sondage montre que 56% des 18 à 35 ans sont favorables à la souveraineté du Québec. 47% voteraient oui à un référendum sur la question. Pourquoi les jeunes sont-ils soudainement favorables à l'indépendance? Pour en parler, nous recevons Amanda Fakéhi, fondatrice de Tenet Stratégie, firme conseil en affaires gouvernementales et en rhétorique. Madame Fakéhi, bonjour. Bonjour Philippe. Donc, comment expliquez-vous cette montée de la souveraineté chez les jeunes? Est-ce qu'il y aurait des facteurs spécifiques qui sont en jeu ici? Effectivement, c'est une montée qui est assez spectaculaire. On l'a vu dans le sondage Crop, mais également le sondage Léger. C'est 56% des jeunes dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans qui est favorable à la souveraineté. Mais il y a aussi une autre donnée qui est très très importante, qu'on gratte un peu. C'est 47% qui voteraient oui pour un référendum. Donc le 56%, il est à prendre avec des pincettes. Maintenant, là, la question que tout le monde se pose, c'est comment expliquer cette montée spectaculaire de cette adhésion à la souveraineté par les jeunes. Il y a plusieurs explications. Tout d'abord, il y a la conjoncture économique. Donc on est en pleine guerre tarifaire avec notre voisin du sud de la frontière. Il y a aussi cette désillusion face à Ottawa. On a l'impression, du moins les jeunes ont l'impression que le gouvernement de Mark Carney ne livre pas pour leur génération, que ce soit en matière de logement, de climat, de l'emploi. Il y a aussi d'autres données qui sont très, très importantes, donc tous ces facteurs qui expliquent l'adhésion à la souveraineté. Dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans, le taux de chômage effleure les 15%. On parle aussi de la crise du logement. Il y a aussi cette anxiété face à l'émergence de l'intelligence artificielle qui peut poser un enjeu sur les jobs, sur les boulots. Mais comment est-ce que tout ça se traduit en un appui pour la souveraineté? Parce qu'en fait, quand on écoute les entretiens, là, c'est anecdotique, là, bien sûr, mais de jeunes, entre guillemets, qui sont pour la souveraineté, ces sujets sont à peu près jamais mentionnés. Hein. Absolument. Et c'est ça le mystère. Mais il y a une hypothèse que je formule, et c'est la suivante. Ils ont réussi à s'approprier la culture des mimes, la culture des réseaux sociaux. Parce que tout ce mouvement a démarré dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. On a des podcasts qui ont émergé, on a des pages de memes qui font un retour historique. C'est très bien fait, d'ailleurs. Vraiment, c'est très, très bien fait. Ils ont réussi à galvaniser les jeunes autour d'un projet culturel. On voit aussi l'émergence de rappeurs, il y a Kinjo. Donc il y a vraiment cette nouvelle esthétique souverainiste qui a émergé dans les réseaux sociaux. Indépendamment du Parti québécois. Hein. Et d'ailleurs, je dirais, de l'establishment souverainiste, là, si je peux nommer la chose ainsi, tout ça s'est fait un peu organiquement, comme on dirait de nos jours. Absolument, ça s'est fait organiquement, mais oui, indépendamment du PQ, mais si on regarde la page Instagram du PQ, ils sont quand même à 400 000 abonnés. Donc, bien entendu, ils sont également appuyés. Non, mais je dis pas qu'il n'y a aucun lien, là, ça c'est sûr, mais le fait que ça a émergé si rapidement, en peu de temps et en plein été, si on peut dire, depuis moins de 6 mois, du moins, là, c'est un peu indépendamment de toute implication de la classe politique, là, si on peut dire. Absolument, parce que ça vient d'une initiative des jeunes. Mm-hmm. Mais il y a aussi les gains du PQ. Donc, 3 élections partielles qui ont abouti à des victoires assez impressionnantes du PQ. Donc, c'est sûr que ça séduit les jeunes qui voient, voilà, il y a un horizon qui peut être possible en 2026. Mais c'est vrai que toute la question des enjeux de politique publique sont un petit peu retirés un petit peu de l'équation qui explique l'émergence de la souveraineté chez les jeunes. J'ai l'impression que, je compare à, disons, l'émergence du mouvement souverainiste comme on le connaît aujourd'hui, qui au départ avait certaines racines intellectuelles, des profs d'université, des auteurs, des penseurs, des gens qui écrivaient, qui communiquaient de cette façon, et tout ça c'était incarné dans le Parti québécois à l'époque, René Lévesque en particulier. Une certaine culture, une certaine, une génération en particulier là, qui a créé plusieurs grands groupes musicaux, des auteurs, comme j'ai dit. Mais cette vague-là, je ne dis pas qu'elle a aucune influence sur ces nouveaux jeunes souverainistes, mais ces jeunes souverainistes-là semblent quand même verser dans la culture américaine, même à la limite dans l'anglais, dans le sens qu'il y a énormément d'anglicisme dans leur façon de parler.
J'ai la difficulté à identifier les racines culturelles et intellectuelles de leur souverainisme. Est-ce que vous voyez quelque chose que je vois pas, en fait? Moi aussi, je note l'incohérence parce qu'effectivement, si on regarde les dernières données, c'est qui consomme le moins de contenu culturel de chez nous? Bah, c'est pas les vieux, c'est les jeunes. Mm. Donc, c'est sûr qu'on se pose la question, ok, est-ce que c'est réellement la culture qui agit comme carburant à cette adhésion soudaine pour la souveraineté? Je pense que c'est plutôt une adhésion affective plutôt une adhésion logique. Donc c'est Mm. vraiment le pathos qui a réussi à séduire les jeunes. Il y a cette envie de goûter à autre chose. Il y a cette envie de penser à un avenir différent. Et c'est là où je vois aussi cette incohérence. C'est lorsqu'on parle de la crise du logement, lorsqu'on parle de la crise climatique, lorsqu'on parle d'un système éducatif qui est en train de se détruire progressivement et du système de santé, bah, l'indépendance, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas la panacée. Donc il y a cet avenir fantasmé qui excite le cœur de ces jeunes. C'est un projet de société qu'on leur vend et c'est ce que les autres partis politiques n'ont pas encore réussi à faire, à proposer une alternative assez séduisante pour les jeunes. Les grandes tendances de ce genre partent souvent du bas, ce qui veut dire les jeunes, que ce soit rationnel ou non. Et ensuite, ça se propage à toutes les classes de société, à tous les groupes d'âge de la société également. Ceci dit, en ce moment, les 35-55 ans, eux, vont dans le sens inverse. Le soutien ou l'appui à la souveraineté, ou à savoir sont-ils favorables ou non, on ne parle même pas de voter oui ou non ici, sont-ils favorables ou non, sont en déclin, là, ça baisse presque proportionnellement à la hausse chez les jeunes. Comment expliquer de un ce décalage, le fait que les jeunes sont beaucoup plus souverainistes que les plus âgés, comme vous l'avez dit, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait finalement, j'allais dire une contamination, mais du moins que les idées d'un groupe se propagent à l'autre groupe d'âge et que finalement on voit que ce qui se passe en ce moment était le début d'une vague de fond qui transforme le paysage politique québécois? Bah, je pense qu'il y a une dimension sociologique. Quand on est vieux, on a beaucoup à perdre. Il y a la stabilité qu'on a réussi à acquérir au fil des années. La jeunesse, elle est audacieuse par nature. Elle cherche à progresser toujours vers l'avant, à chercher un avenir un peu plus séduisant. Je pense que c'est une question de stabilité. Que voilà la tranche de 35 ans et plus recherche, que la jeunesse actuellement bah, il faut pas oublier, hein, la jeunesse actuellement, bah, elle a hérité de plusieurs crises. Crise économique, crise du logement. Donc elle n'a absolument rien à perdre. Ben, la génération précédente aussi, ma génération, si je peux dire, est entrée sur le marché du travail avec la crise financière de 2008 et la profonde récession qu'on a vécue par la suite. On a été, j'ai envie de dire, la génération sacrifiée au point de vue de la richesse, de l'accumulation de richesse en particulier. Je me rappelle que les salaires étaient très bas. Les gens s'entretuaient pour des postes au salaire minimum à l'époque. Et pourtant, la souveraineté au sein des 40 ans et plus, disons, pas particulièrement élevée. Hein. Mais il y a aussi une dimension de communication publique. C'est à force de marteler que la jeunesse actuellement a hérité des bobos, des crises, des générations précédentes. C'est sûr que ça marque l'esprit des gens. Plus qu'on répète, plus que ça devient une vérité. Et ça, c'est la communication 101. La répétition crée la vérité. Oui. Oui, tout à fait. Qu'en est-il de la jeunesse fédéraliste? Parce qu'on parle presque que de jeunesse souverainiste. Et c'est pas récent d'ailleurs, on dirait que la jeunesse fédéraliste, c'est même pas une catégorie sociologique qui existe dans l'esprit des gens, si on peut dire. Qu'en est-il de celle-ci? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux dire, de quel genre de Canada est-ce qu'elle rêve, si je peux dire? Bah, si on parle de la jeunesse fédéraliste, c'est sûr que automatiquement on fait allusion au Parti libéral du Québec. Là où je peux accorder un crédit à la jeunesse souverainiste, c'est qu'elle a réussi à conquérir l'imaginaire collectif des jeunes. Elle a réussi à conquérir le terrain sur les réseaux sociaux. Elle est présente dans plusieurs tribunes, dans les médias, dans les chroniques. Et c'est ça l'enjeu actuellement, c'est que pourquoi est-ce qu'elle a réussi à atteindre un sommet impressionnant, cette jeunesse souverainiste? Bah, c'est justement parce qu'il n'avait pas d'adversaire en face d'eux. Et quand tu n'as pas d'adversaire, c'est facile d'imposer ta vision des choses. Maintenant, à la question à quoi rêve la jeunesse, en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'adversaire? Ouais. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a sans doute cette idée selon laquelle, quand c'est le statu quo, qu'on est assez confortable, ils n'ont pas prédit, je dirais qu'ils n'ont pas prédit cette résurgence de la jeunesse souverainiste. Donc, il y a un élément là-dedans où
On peut se dire qu'ils n'ont pas bien calculé leurs affaires, qu'ils n'ont pas bien calculé Mais leur est-ce que le stratégie. Canada fait rêver, en gros? Le Canada, le Canada, ce qui Au fait rêver, Québec, je veux dire, bien c'est sûr, là, d'un point de vue bah, québécois, est-ce que le Canada peut encore faire rêver? J'ai l'impression que jeunes et plus vieux, même ceux qui ne se diraient pas souverainistes, n'attendent rien du reste du Canada aujourd'hui. Ils sont simplement, comme vous l'avez dit, satisfaits du statu quo sans plus. les jeunes fédéralistes, ils s'inscrivent vraiment dans une démarche de compromis avec le gouvernement fédéral. C'est-à-dire à quoi ils rêvent? Ils rêvent un Mhm. Québec plus fort au sein du Canada. Ils rêvent un Québec autonome au sein du Canada. Le fédéralisme octroie des leviers d'action, des leviers d'influence. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je ne me dis pas, oh là là, je suis un sujet britannique opprimé. Je me dis, ah, super, je fais toujours partie du G7 et du G20. Donc, il y a dans cette appartenance au projet fédéraliste cette garantie de stabilité, cette garantie de puissance à l'extérieur. Donc oui, on a ce qui reste à redéfinir, je dirais, c'est le projet de société, c'est le contrat social qui a été brisé depuis 2018. Et je ne pense pas que tous les enjeux de politique publique seraient réglés par un changement de passeport. Et c'est ce que les jeunes fédéralistes c'est ce que les jeunes fédéralistes, en fait, ils aspirent à un Québec plus fort dans un Canada plus fort. Non, mais soyons francs, par contre, même la CAQ souhaite la même chose et c'est un échec sur toute la ligne. Je veux dire, jusqu'à un certain point, ça espérer que soudainement le Québec obtiendrait tout ce qu'il veut dans un système fédéraliste qui finalement lui conviendrait, ça me semble un peu naïf. La CAQ, c'est un autre registre. C'est un Mais c'est la même registre. stratégie autonomiste Il y a cette stratégie autonomiste. Oui, qui a c'était ça échoué. le pari. C'était ça le pari de la CAQ, mais c'est une stratégie autonomiste qui était beaucoup plus qui n'était pas dans une stratégie de dialogue, mais plutôt de confrontation avec le fédéral. Et je pense qu'avec le Parti libéral du Québec, on serait plutôt en mode compromis, dialogue, mais sans tomber nécessairement dans la complaisance. Est-ce que le camp fédéraliste devrait donc s'inquiéter en vue des élections de 2026? Pas à s'inquiéter, effectivement, je dirais que oui, c'est un signal d'alarme, voir qu'il y a cette jeunesse qui devient de plus en plus séduite par le projet indépendantiste, mais il y a un regain d'intérêt avec la course à la chefferie qu'on a eue il y a quelques mois. On a réussi à attirer beaucoup de membres. On l'a vu même dans les sondages qu'avec la venue de Pablo Rodriguez, non seulement il y a un regain d'intérêt pour le Parti libéral du Québec, mais on voit que le PLQ aurait un peu plus de chances de gagner le pouvoir. Maintenant, oui, on voit encore les sondages qui nous disent que ça serait sans doute le PQ qui entrerait au gouvernement en tant que gouvernement majoritaire. Mais il y a un regain d'intérêt, il y a une reconstruction qui se fait. Et ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui lèvent la main. Et qu'est-ce que le camp fédéraliste, et donc le PLQ en particulier, peut faire d'ici 2026, d'ici les élections de 2026, pour inverser la tendance du côté de la question souverainisme, fédéralisme, chez les plus jeunes en particulier? Parler au cœur des gens. Ça a été l'enjeu avec le PLQ et c'est là où je dois encore accorder du crédit au PQ et à cette jeunesse qui a réussi à, à augmenter l'appui pour la souveraineté, c'est parler directement au cœur de monsieur et madame tout le monde. Proposer un projet de société. Non, mais dans ce cas-ci, Ne c'est pas brandir principalement les pouvoirs. les francophones. Soyons francs, là, toucher le cœur des gens. Je veux dire, il y a une base Certainement. électorale libérale qui est acquise, si je peux dire. Là, on parle principalement des francophones. Comment est-ce que le PLQ peut parler aux francophones qui seraient peut-être ici là, tentés par la souveraineté? Concernant le vote des francophones, on a noté dans les derniers sondages qu'il y a près de 10 points de pourcentage de francophones de plus qui appuient le PLQ. Si je ne m'abuse, on est à 17% d'appui. Donc, déjà, il y a quelque chose qui fonctionne dans cette équation qui comprend l'arrivée de Pablo. Maintenant, pour regagner le cœur de ces francophones, tout découle des propositions qui sont mises de l'avant, d'une affirmation nationaliste franche. Et troisième élément aussi, des candidatures qu'on va présenter, des candidatures qui sont issues des régions, des gens qui connaissent leur région, qui connaissent leur dossier, des candidatures vedettes aussi. Ça, c'est ce qui peut regagner également la confiance
des francophones qui ont été marginalisés il y a quelques années. Amanda Faki, fondatrice de Tenet Stratégie, firme conseil en affaires gouvernementales et en rhétorique. Merci. Merci beaucoup, Philippe. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. On vous invite à être des nôtres demain à la même heure. À la technique, Daniel Fortin. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.